Alors, tout d'abord, un immense merci pour cette invitation. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Un grand plaisir. Dans ma présentation, au menu, je vais faire un petit rappel de la réalité de l'arrondissement. Je vais vous parler des projets que nous sommes en train de mettre en place et notre vision, de la vision à l'action. Tout d'abord, sur le plan historique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la présentation, mais on va y arriver. Bon, alors sur le plan historique, il y a de cela de nombreuses années, l'arrondissement était surtout peuplé de champs et de cultivateurs. Ça a été aussi prédécemment les premiers noyaux villageois à Pointe-aux-Trembles et à Rivière-des-Prairies. Le village de Pointe-aux-Trembles a pris naissance en 1674 et le village de Rivière-des-Prairies en 1671. C'est donc un arrondissement qui a une histoire certaine, qui est le berceau, en fait, de l'histoire du Québec, avec les patriotes, etc. Et les fouilles archéologiques aujourd'hui, lorsque nous effectuons des travaux, nous avons certaines fouilles archéologiques à faire et on découvre des vestiges assez extraordinaires sur les régimes français, régimes anglais. D'ailleurs, il y a un archéologue qui nous a dit dernièrement qu'on avait pas beaucoup envié au musée Pointe-à-Calière, mais là, je ne vais pas faire d'histoire avec ça. C'est un paysage qui s'est transformé à travers le temps et c'est un secteur qui a été aussi, pendant de nombreuses années, un site de villégiature. Les gens partaient du centre-ville et allaient vers l'est de Montréal pour aller célébrer. Il y avait des lieux de grandes célébrations. On pense à l'hôtel Vanini et allaient se baigner aussi et avait des chalets. C'est un lieu vraiment de villégiature qui, cependant, s'est transformé encore pour devenir un arrondissement très urbain. Aujourd'hui, on compte 106 000, selon les statistiques, 106 000, 108 000, 110 000 de population sur un territoire de 42 km², avec une certaine, en fait, peu de densité, un caractère très maison unifamiliale et un territoire industriel très, très présent sur le territoire. Un territoire qui contient 8 quartiers industriels qui vont vers un changement de vocation. On veut aller vers des industries plus vertes et des technologies plus vertes aussi. L'industrie, depuis les années 20, a été très présente. L'industrie pétrolière, pétrochimique, a laissé des empreintes très importantes sur le plan environnemental, a hypothéqué l'environnement, des sols contaminés, un air vicié, une eau polluée. Aller dans l'est de Montréal, ce n'était pas drôle. On dit souvent de l'est de Montréal l'extrême est, une expression que j'aime plus ou moins parce que c'est comme si c'était un sport extrême que de s'y rendre. Et c'est notre volonté de changer cette couleur grise, morne, brune sur les bords de l'est de Montréal pour réellement en faire un arrondissement et un milieu de vie bleu et vert. On s'en va c'est cette vision-là qu'on met en place. Changer la couleur de l'est de Montréal et notamment de notre arrondissement. C'est un territoire sur lequel on a la possibilité d'agir. Un territoire qu'on veut mettre en valeur. Changer cette couleur avec 125 parcs
espaces verts. Et une réalité géographique certaine, c'est que l'arrondissement est bordé par le fleuve et la rivière, ce qui est exceptionnel. On a parlé des paysages, un paysage est exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel que d'avoir cette qualité, cette richesse, d'être bordé par le fleuve et la rivière. Et notre intention, c'est de mettre en valeur ce caractère insulaire de notre arrondissement, puis de par mes fonctions au comité exécutif pour l'ensemble de l'île de Montréal. Mais pour ce faire, on a besoin d'un plan. Alors, on a créé le plan bleu-vert. C'est un plan, bien évidemment, c'est de la planification. C'est un plan qui a été lancé en mai 2013. C'est une vision qui se traduit en action et qui veut répondre aux besoins et aux désirs qui sont exprimés par les citoyens. Les citoyens sont conscients de cette richesse et ils veulent qu'on la mette en valeur. Et le plan bleu-vert, je le traduis simplement en termes d'action, c'est d'ouvrir des percées, de créer des ouvertures à tous les 500 mètres, lorsque c'est possible, à tous les 500 mètres sur le territoire face au fleuve et à la rivière. Comme on a des arrêts d'autobus à tous les 500 mètres, parce que ça permet de se rendre d'un arrêt d'autobus à l'autre à pied, faciliter la mobilité active. Alors, quand c'est possible, on ouvre ces accès-là, ces ouvertures-là, ces percées. Et toujours, évidemment, en respectant le milieu naturel, le milieu bâti aussi, en respectant les citoyens qui sont frileux de leur territoire lorsqu'ils sont propriétaires riverains. Ils ne veulent pas tellement de gens dans leur cour. Ils ne veulent pas non plus trop de gens à côté de chez eux. Alors, on tient compte de ces fragilités et, évidemment, du milieu naturel. L'arrondissement qui est bordé par le fleuve et la rivière nous offre 55 kilomètres de berges sur lesquelles nous avons la possibilité d'agir. Il y a 15 kilomètres de berges sur la rivière des Prairies, 9 kilomètres de berges sur le fleuve Saint-Laurent et 31 kilomètres autour des îles qui sont adjacentes à notre territoire, en fait, qui font partie de notre territoire, l'île Lapierre, l'île d'Argent, dont on a déjà entendu parler, l'île Gagné, l'île Rochon, l'île Boutin et l'île Bonfoin. C'est donc un potentiel d'action qui est assez intéressant. La perspective d'un plan bleu-vert, évidemment, se traduit en action. Dans ce plan, nous avons 27 actions, à court terme, à moyen terme et à long terme. Toujours dans cette optique d'offrir des percées visuelles ou de créer des zones d'accès pour la population, des accès aux berges. Et je prends en exemple du potentiel que nous avons, les bouts de rue. Les bouts de rue qui donnent sur le fleuve Saint-Laurent, notamment. On a 24 bouts de rue qui donnent sur le fleuve. Et ces bouts de rue, actuellement, n'offrent pas de possibilité d'accès. Souvent, dans ces bouts de rue, on va avoir des gros blocs de béton, puis une grande pancarte, « No trespassing », c'est danger, n'y allez pas, c'est dangereux. Notre intention, c'est d'enlever ces blocs de béton et de mettre un banc de parc. En étant assez convaincu que si on rend ce site accessible pour une activité quand même plutôt paisible, on va s'asseoir sur un banc de parc pour méditer et voir cette beauté du fleuve Saint-Laurent, on va sécuriser ces milieux-là plutôt que
de faire en sorte que, à cause du bloc de béton et à cause de la pancarte qui interdit d'y aller, permettrait à certaines personnes d'aller faire des méfaits. Et d'avoir quelqu'un qui vient s'asseoir sur un banc de parc, bien, ça assure une présence, une sécurité. On n'a pas intérêt à aller saccager lorsqu'il y a un banc de parc. Lorsque on a fait le lancement de ce plan bleu-vert, on a eu des gens de marque qui sont venus nous appuyer. Alors, il y a M. Régis Labombe qui est parti de Québec et qui est venu à notre conférence de presse pour venir appuyer ce plan-là. Il a découvert Pointe-aux-Trembles, il a découvert le fleuve à Montréal. Ça a été son premier pas vers une nouvelle entente Québec-Montréal. On lui avait proposé de se joindre à nous parce qu'il était vice-président de l'Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent à ce moment-là. Et c'était pour souligner le fait qu'il y a de nombreuses municipalités qui sont riveraines, soit du Saint-Laurent, soit des Grands Lacs, et qui ont cet intérêt de plus en plus marqué de réappropriation des berges, parce que la population le demande, bien sûr, mais parce qu'il y a une plus-value extraordinaire à le faire. C'est bon pour le citoyen, c'est bon d'aller sur le bord du fleuve, sur le bord de la rivière, c'est ressourçant. Et ça a un impact aussi économique très intéressant parce qu'on voit une revitalisation qui se crée, une revitalisation, une offre commerciale qui se place à ce moment-là lorsqu'on a cette nouvelle affluence qui se crée. Et puis, on a aussi puis j'ai eu le très grand plaisir et le grand honneur d'avoir l'appui de Richard Séguin, qui est natif de Pointe-aux-Trembles. Puis sa chanson « Sous les cheminées », c'est parce qu'il a connu ça, lui, les raffineries dans l'est de Montréal, puis il a connu le fleuve aussi. Alors moi, je vous invite, on a fait un petit vidéo ensemble, là. Vous pouvez aller sur YouTube ou encore sur le site de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, allez consulter, allez voir ce petit vidéo. Il faut qu'on le sorte un petit peu des tablettes, là, ça vaut la peine. C'est un beau cadeau qu'il nous a fait en se joignant à nous pour le lancement du plan bleu-vert. Alors, un plan, j'ai dit, ça se traduit en action. La première grande action qu'on réalise dans ce plan, c'est la fameuse plage de l'Est. La plage de l'Est, c'est un projet qui n'est pas né hier. Il est né il y a de nombreuses années. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis il y a des gens ici qui en sont témoins. C'est un projet qui a pris naissance par une volonté populaire, par l'action des groupes, des organismes communautaires, le comité Zip-Jacques-Cartier, la Corporation de développement communautaire de La Pointe, par la Ville de Montréal, la Ville qui a collaboré à ce projet-là. La santé publique a été impliquée dans le projet aussi. Et le projet s'est formé dans le cadre du programme du quartier 21, où là, on a lancé l'idée, une plage dans l'Est, pourquoi pas? Et la réponse a été, ben oui, pourquoi pas? Alors, quand j'ai été élue mairesse, la première chose que j'ai faite, première action, premier conseil d'arrondissement, ça a été de modifier le zonage du terrain qui avait été ciblé pour faire ce projet de plage, d'accès à l'eau, d'accès au fleuve. Le terrain était zoné précédemment résidentiel. Il y avait eu un gros projet résidentiel qui s'appelait Rêve-sur-Mer, qui est éventuellement devenu un cauchemar et qui est mort de sa belle mort. Alors, on a transformé le zonage de résidentiel à parc pour permettre la réalisation du projet de la plage. Ensuite, bien évidemment, on a fait tout
tout ce qu'il faut faire, la caractérisation des sols, etc., pour vérifier la contamination potentielle et faire le montage financier. Un montage financier qui est assez intéressant. Et je suis très, très, très heureuse que le Bureau Design Montréal ait répondu à notre demande et se joigne à nous pour créer le concours de design qu'on a lancé pour réaliser la plage. Dans notre concept, pour lancer cet appel de proposition, il fallait présenter un aménagement qui, évidemment, rendait les berges du fleuve plus accessibles et un projet qui permet aux citoyens de pratiquer des activités récréatives sur la plage et dans l'eau. On a bâti le cahier de charges selon toutes les règles et puis on a lancé ce concours qui a remporté un très grand succès. Il y a 90 firmes qui sont allées chercher les documents d'appel de proposition. Il y a 37 firmes qui ont déposé des projets, tous plus extraordinaires les uns que les autres, de grande qualité. Et de ces 37-là, là, il fallait faire des choix. Alors, on a créé un premier comité de présélection composé de professionnels et composé de citoyens. Dans toute l'élaboration de ce concours, on a suivi très strictement les règles édictées par l'Ordre des ingénieurs, pas des ingénieurs, mais des architectes du Québec. On a très strictement suivi ces règles-là, mais avec une différence, c'est qu'on a intégré la dimension citoyenne dans le choix, puisque c'est un projet citoyen. Alors là, ce comité a fait une sélection des 5, comment dire, je ne veux pas dire meilleurs, mais en fait, ils ont choisi 5 projets qui ressortaient. Et ensuite, un jury composé de professionnels, dont votre animateur du jour, notre ami Pierre. Alors, il faut que j'avance vite parce qu'il me reste 3 minutes, là, puis ça ne compte pas, c'est pas 10, ça, c'est juste 3. Alors, on a donc, avec ce comité, choisi un lauréat à l'unanimité, et c'est Roucouleau Faubert, architecte, et Eni Conception qui a remporté ce concours-là. Une note sur le concours de design, parce que je ne peux pas passer ça sous silence. Le concours de design, c'est... Pour nous, là, ça devient vraiment une alternative, lorsque c'est possible, à la règle du plus bas soumissionnaire. À Montréal, la règle du plus bas soumissionnaire nous a fait extrêmement mal, parce que c'est la seule chose qu'on utilisait. Puis on n'a pas toujours les meilleurs projets au meilleur coût. Avec le concours de design, on a un budget ciblé, on a des objectifs très précis et on a, à partir des besoins que nous avons, à ce prix-là, qu'est-ce que vous nous offrez? Et ce que vous nous offrez, c'est fantastique. Alors, ça devient vraiment quelque chose qu'on veut continuer à utiliser et convaincre le ministre des Affaires municipales de laisser la Ville de Montréal le choix d'utiliser le concours de design lorsque c'est nécessaire, plutôt que de toujours être obligé de demander la permission pour utiliser le concours, parce que ça devient extrêmement lourd. Quand on parle d'une plage, on parle de qualité de l'eau. La qualité de l'eau sur ce site-là, elle est très bonne. C'est le dernier picot, là, le petit bonhomme sourire, l'avant-dernier picot, c'est le site de la plage. Toutes les caractérisations de la qualité d'eau sont faites de manière très régulière et grâce aux infrastructures qui ont été mises en place, bien, la qualité de l'eau est très bonne. Elle est de qualité baignable. La plage s'inscrit dans un plan d'ensemble. Alors, je montre ça ici pour voir qu'il y a un lien qui se fait avec notre fameuse île Sainte-Thérèse.
Parce que la plage seule, elle peut vivre, c'est certain, mais dans un plan d'ensemble où il y a une accessibilité vers l'île Sainte-Thérèse, c'est encore mieux. Là, j'aurais voulu vous présenter un autre beau vidéo qu'on a fait pour présenter l'île Sainte-Thérèse, mais je ne le ferai pas, on manque de temps. Je vous invite encore là à aller sur YouTube, île Sainte-Thérèse, allez voir ça, ou encore sur le site de l'arrondissement. C'est toujours disponible. Pour l'île Sainte-Thérèse, c'est une île extraordinaire qu'on a dans le fleuve, dans l'est de Montréal. C'est un milieu vert, un milieu assez particulier, assez unique, avec un patrimoine historique incroyable. 1200, on retrouve les artefacts amérindiens de 1200 ans sur cette île-là. Probablement que Jacques Cartier a d'abord mis le pied sur l'île Sainte-Thérèse avant de mettre le pied à Montréal. On retrouve encore des vestiges, des maisons de colons. C'est un milieu naturel exceptionnel, mais avec certains défauts. Une île qui a été squattée à travers le temps, où il y a entre 80 et 100 personnes là, qui occupent les lieux de manière illégale. Qui sont bâtis des petits chalets, puis qui vivent, qui vont régulièrement sur cette île-là, mais sans droit. Et malheureusement, qui, à travers le temps, sont en train de saccager cette île-là. Il y a aussi une autre activité particulière, c'est une agriculture qu'on qualifierait de mixte, maïs et potes. Alors, il y a un certain travail à faire sur cette île-là. L'autre particularité, c'est que elle est accessible par Montréal, mais sur le territoire de Varennes. Et pendant longtemps, il n'était pas possible de faire quelque chose sur l'île parce qu'elle est sur le territoire de Varennes. Puis bon, la relation était moyenne entre la ville de Montréal et Varennes. Mais ça a changé. Le maire de Varennes et moi, nous sommes rencontrés il y a maintenant, ça fait 2 ans, et on pourrait dire que les astres se sont alignés à ce moment-là. Son intérêt pour l'île et mon intérêt pour l'île se sont, disons, conjugués, et on a décidé de mettre ensemble nos efforts pour faire revivre cette île-là et permettre à nos citoyens de chaque côté du fleuve d'avoir accès à l'île. Mais depuis, à partir de ce moment-là, bien là, il y a d'autres partenaires qui se sont joints. La ville de Repentigny, avec la mairesse Chantal Deschamps, qui s'est jointe à nous parce qu'elle aussi, elle a un intérêt extrêmement vif pour cette île-là. Elle a été présidente du Croissant de l'Est, et il me reste 1 minute. Présidente du Croissant de l'Est, où on avait développé à ce moment-là un plan d'aménagement pour l'île Sainte-Thérèse. Ça, c'était en 2002. Et aujourd'hui, bien, notre intention, c'est de réactiver ce plan pour le mettre en place sur l'île Sainte-Thérèse. Et puis, évidemment, le gouvernement est avec nous, la sécurité publique, je vous ai mentionné les petits ennuis, le ministère des Ressources naturelles, qui est propriétaire en grande partie de cette île-là, et d'autres, tous les ministères qui peuvent être impliqués. Et il y a une analyse qui est en train de se faire actuellement sur les droits d'occupation sur l'île. Ce qui nous amènera éventuellement, dans un avenir rapproché, à appliquer ce plan dont nous voulons, qui est en fait, synthétiquement, qui est un plan d'aménagement écotouristique sur l'île Sainte-Thérèse, avec un bâtiment d'accueil, pistes cyclables et pédestres, des activités qui permettent d'observer la nature, etc. Alors, c'est un grand projet qui est réalisable grâce au partenariat. Alors, en conclusion, c'est simple. Notre volonté, c'est de
mettre en valeur ce caractère insulaire, c'est de mettre en valeur nos berges, l'accès aux fleuves et à la rivière, que les citoyens puissent se réapproprier ces plans d'eau, parce que plus le citoyen se réapproprie le plan d'eau, et plus on s'assure de sa pérennité, au lieu d'y tourner le dos et d'y jeter des frigos comme on a fait dans les dernières décennies. Alors, je conclus en fait sur l'importance du partenariat, d'aller chercher les gens qui nous permettent de réaliser ces projets. Je vous remercie infiniment.